Derrière chaque série et chaque film d'animation, il y a des femmes et des hommes, des productrices et des producteurs, des artistes et des scénaristes. Je suis Sabri et je vous propose de partir à leur rencontre afin de comprendre leur histoire et de découvrir ces petits plus qui les ont conduits au succès. Bienvenue sur Anima Show, un podcast le soutien d'Anime France et 22D Musique, le partenaire musique des acteurs d'animation depuis 20 ans. Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Pierre Coffin, réalisateur de films d'animation et notamment de Moi Moche et Méchant, Despicable Me en anglais, et donc le papa des mignons en quelque sorte. Un dé, on est plusieurs. C'est vrai. Bonjour Pierre, comment ça va ? Pas mal. Je suis super content de vous recevoir. Qu'avez-vous ressenti quand pour la première fois vous avez vu vos propres créations se balader dans un parc aussi mythique que celui d'Universal Studios ? Je sais pas si c'est ça en fait qui m'a le plus marqué ou si c'est le fait de le voir partout en fait. Je me rappelle encore, j'ai un souvenir de l'avant-première projection qu'on a eu à Annecy en fait où C'était la toute première projection à Annecy ? Ouais, d'accord. Et c'était complètement... vous savez, quand vous avez des moments forts, en fait, qui vous arrivent dans la vie, enfin moi en tout cas, quand je me fais insulter ou quand les choses sont très bien... Ouais, exactement. Alors j'ai une espèce de voile blanc, en fait, qui se met devant les yeux, et puis je sais pas ce qui arrive, j'ai beaucoup de mal à me remémorer par la suite, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Et là, après... donc, juste avant la projection, ils nous ont fait monter sur scène, ils ont demandé de dire bonjour à tout le monde, et ils ont projeté le film, et après quand la lumière est réapparue, en fait c'était un espèce de... J'ai vu tout le monde debout autour de moi. C'était l'euphorie. Ouais, alors je dis pas, je m'en souviens pas en fait, c'est ça le problème. Et après ils nous ont reprojeté sur scène, ils nous ont posé des questions alors que je ne me rappelle pas que ce soit une coutume à Annecy d'avoir les gens qui parlent de leur film après. Et je me rappelle, pendant tout ce passage-là, je ne me souviens pas avoir dit quoi que ce soit, mais je voyais... un collaborateur ? Non, absolument pas, le mec des Simpsons, Matt... le créateur des Simpsons. Oui, putain. Au secours, je connais que lui. On parlait de lui. Matt Groening, la honte. Et je le voyais là, debout, et je me disais, en train d'applaudir, je disais, mais pourquoi il est debout ? Pourquoi il applaudit ? Puis je voyais Didier Brunner aussi, le monsieur qui a produit plein de films français géniaux, qui était là aussi à me faire coucou. Et je me disais, mais pourquoi ils sont tous debout en train de... Et c'est la seule image qui me reste de ce truc-là, quoi. Ouais, mais ils étaient en train de témoigner, en fait. Bienvenue dans la bande, en fait. Ouais, peut-être, ouais. Bienvenue dans la bande, parce que quand je dis ça, c'est quand même dingue. Vous êtes dans des parcs. Bon, c'est Universal qui est aussi maintenant, et avec Illumination Mike Guff, et on va parler de ça. Mais moi, j'ai trouvé ça génial, et je suis allé plusieurs fois dans ce parc-là, d'être au milieu des Simpsons, de Harry Potter, de Jurassic Park, et d'avoir les mignons là. Et ça, c'est carrément une consécration quand on arrive à avoir autant d'impact dans la pop culture, quoi. Ouais, enfin, ce qui me fait le plus bizarre, c'est pas tant de les voir partout, parce que c'est une propriété universale, ils sont assez bons là-dedans, hein, pour récupérer leur IP, comme ils disent, pour les faire fructifier. Voilà, développer, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Le plus bizarre, quand même, ça reste d'entendre ma voix, en fait, partout dans le parc. Ah bon ? Oui, avec les... ouais, c'est très, très... Heureusement que c'est pas ma voix, quoi. Heureusement qu'elle est un peu trafiquée, mais je suis toujours un peu étonné d'entendre ça et de me dire, c'est moi qui l'ai fait, et tout le monde est en train d'écouter ça. Ça c'est marrant, mais on parlera aussi de cet élément. Bon alors, les mignons, ça vient aussi de Moi Moche et Méchant. Moi Moche et Méchant, c'était réalisé en 2010. Et derrière, il y a eu toute une série de films. Moi Moche et Méchant 2 qui était en 2013. Ensuite, Moi Moche et Méchant 3, plus récemment en 2017. Ouais. Et puis 2 qu'on pourrait appeler préquel, séquel, on sait pas trop. Spin-off. Un spin-off, ouais. Les Mignons en 2015 et qui arrive bientôt, Les Mignons 2, qui devait sortir en 2021, mais bon, vu que le contexte sanitaire ne l'a pas permis, ça sera cette année. Ouais. Donc c'est des films qui sont quand même à la fois des réussites et qui trouvent à chaque fois un succès fou au box-office. Ouais, j'ai envie de dire presque contrairement à ce que tout le monde pourrait penser, en fait. Et je me rends compte avec un certain cynisme qui vient avec l'âge, en fait, que c'est pas c'est pas parce que plus de gens vont voir le film que le film est automatiquement le meilleur. Et ça, je m'en rends compte, en fait, parce que maintenant, avec le recul, en fait, j'ai toujours une tendance à l'autocritique un peu trop appuyée, mais
mais je vois à peu près ce que les films valent. Je trouve que le premier, en fait, il était bien. Donc, je pense qu'il méritait son petit succès. Et d'ailleurs, il est super bien noté par les gens, que ce soit sur... Je sais pas. C'est incroyable. Bon, ouais. Je sais pas. Le 2, je pense que c'était une grosse blague dans le sens où c'était vraiment un Tex Avery, parce qu'on est allé sur gag et on était, en fait, je pense, au summum de notre envie de créer, de faire quelque chose d'animé et de rendre de faire honneur à ceux qui nous ont inspirés façon Tex Avery. Inspiration, ouais. Et après, en fait, il y a eu Mignon, et Mignon, ça a été une super belle aventure humaine, je trouve. Au niveau du travail, c'était juste un enfer parce qu'il n'y avait quasiment pas de script. Et c'était... Mais par contre, à un niveau créatif, c'était un espèce de bac à sable absolument génial, en fait, où on se disait, bon, alors maintenant, on sait que la séquence commence là et doit se terminer comme ça, parce qu'on a on a les débuts et la fin de la séquence, des séquences précédentes et suivantes. Mais qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans, quoi. Et alors là, c'était un peu en mode laboratoire, alors. C'était génial, c'était super, quoi. Et, mais par contre, il faut avoir le cœur sacrément accroché, parce que on se dit que moi, je pars du principe et je ne peux pas l'appliquer à moi-même parce que j'ai des gens au-dessus de moi, en fait. Heureusement, d'ailleurs, peut-être. mais tout doit partir du script, d'une idée. C'est-à-dire, c'est quoi le début, c'est quoi le milieu, c'est quoi la fin, c'est quoi les différents arcs des différents personnages, il y en a plusieurs, etc. Là, moi, depuis que je bosse avec les Américains, tout ça, ça vole en éclats, quoi. Je sais que quand je commence un film avec une idée, en fait, ça peut se terminer d'une manière complètement imprévue, quoi. Et ça... C'est très très dur pour un réalisateur. J'aime pas m'appeler ça, en fait. Si, vous êtes réalisateur. Peut-être, mais pour moi c'est qu'un titre, et dans la vraie vie, en fait, je suis pas réalisateur. En fait, j'aide quelqu'un, un producteur notamment américain, c'est une œuvre de commande pour moi. On me demande demande à filer un coup de main. Ouais. Et je file ce coup de main à l'aide de mes 300 mignons, on va dire, de 300 collaborateurs, pour faire mieux. Et j'essaye de lui donner au bout de 3 années, en fait, quelque chose qui va pouvoir vendre, mais qui guide tout au long de ces 3 ans, mais d'une main de fer, quoi. Ouais. Et ça, c'est un peu, au bout de 10 ans, c'est un peu lourd, quoi. Moi, ça me dérange pas, au contraire. J'ai cette facilité à vouloir rendre service parce que je suis hyper sympa comme mec. Mais j'ai quand même, au bout de 10 ans, en fait, vous vous dites, c'est quand même pas mal, en fait, ce serait bien qu'ils m'écoutent des fois, parce que des fois, on gagnerait vachement de temps là, plutôt que de Est-ce que c'est pas travailler avec les Américains, ça, de facto? Je sais pas, j'en sais rien. Je ne sais pas, parce que une des personnes avec qui, un des réalisateurs du dernier Mignon, là, qui s'appelle Kyle Balda, que je connais depuis des lustres, en fait, qui était chez... Alors, c'est aucun des deux. Non, c'est aucun des deux, c'est ceux d'après. On va le voir, il est là, Kyle Balda. Ah bah oui, Kyle, My Body. C'est qui ces 3 personnes? Éric Guillon, Chris Renaud et Kyle Balda. Alors, je tiens à préciser qu'Éric Guillon, en fait, c'est la personne la plus importante de tous les films qui sortent d'Illumination, parce qu'il n'y a pas un personnage, un décor ou un concept visuel qui ne viennent pas de lui. Les Mignons, c'est lui, en fait. Oui. C'est vraiment, graphiquement, à chaque fois que vous voyez un Mignon, vous vous dites, c'est Éric Guillon qui l'a designé. Si vous voyez le truc, en fait, d'Éric, en fait, c'est qu'il a jamais, je trouve qu'il a jamais eu la reconnaissance, en fait, qui devra avoir, en fait. Donc là, il y a un bouquin qui doit sortir, heureusement, depuis le temps, avec tout ce qu'il a fait, en fait, pour Illumination. Mais cet homme est... Cet homme est un génie. Mais je le pense aussi, parce que j'ai vu aussi tous ses travaux. Et effectivement, c'est lui qui est à l'origine à la fois des caractères design, des environnements. Enfin, c'est quelqu'un qui est ultra. Et c'est absolument, il est absolument génial, en fait, parce qu'il est au-delà. J'ai envie de dire qu'il est au-delà du graphisme. On lui demande, en fait, quelque chose de graphique au final, mais derrière le graphisme, il y a une idée. Et c'est hyper rare, quoi. Je dirais justement, avant qu'on passe à Chris Renaud et Kyle Balda, on va avancer un petit peu sur les images, de voir comment justement s'est passé le processus créatif autour des Mignons, parce que il y a eu des premières ébauches, et ça date il y a longtemps. Ouais, alors en fait, ce qu'il faut savoir, alors je sais pas si vous le savez, mais il y a le projet
de Moi moche et méchant, en fait, il vient pas de Chris Meledandri, le producteur, il vient pas de moi, il vient d'une personne, d'un acteur de chez Disney qui s'appelle Sergio Pablos. Ah oui. Et qui a fait Klaus. Tout à fait. Et qui a son propre studio aussi. Tout à fait. Sergio Pablos Studio. Ouais, très bien. Et je crois que il est passé par l'école Disney. Il a bossé à Montreuil du temps où ils étaient à Montreuil, là, oui. et après il a monté son studio. Et puis après, je crois qu'il a démarché différents studios hollywoodiens en fait avec ses différents projets, dont un projet qui s'appelait Evil Me à l'époque. Evil Me, ouais. C'est ça. C'était. Et donc ça, c'était les premières planches concept. Quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Et il avait ce concept génial. Alors, je suis moins fan des dessins parce que je les trouve vachement séries, moi, mais bon, voilà. Et il avait ce concept vachement bien, qui était de dire, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai extrapolé en fait, en voyant ces dessins je me suis dit mais c'est cool en fait, c'est un vilain, un James Bond machin, bon alors là il est un peu trop gothique pour être James Bond, mais en extrapolant en fait et en discutant avec Eric on s'est dit bah ouais, non, en fait c'est l'histoire d'un méchant, d'un ultra vilain, mais dans la vie quotidienne quoi. Est-ce qu'il paye des factures, est-ce que son personnel fait des grèves, le mec au fond là qui pousse vous voyez un James Bond avec tous les gens qui poussent des missiles et tout ça, forcément ils ont une famille, ils ont leurs problèmes avec la banque, forcément ils ont machin. Ouais, c'est la backstory ou le quotidien de cette personne. Exactement quoi. Et là on se disait avec Eric, il y a une mine à exploiter là-dedans en fait, visuel et puis d'idées autres. Et donc visuellement derrière c'est ce qui a été traduit et qu'on va voir par Eric Guillon, c'est les planches où on a ce comment s'appelle, le personnage un petit peu draculesque. Là, c'est devenu un petit peu un fonctionnaire là. Enfin, c'est ça. Avoir limite pompe funèbre et tout ça quoi. Tout à fait. Et qui a une équipe de jeunes travailleurs. Et ouais, tout à fait quoi. C'est genre des petits à la salopette bleue. Salopette bleue, exactement. Et donc sur ça, il a continué à itérer. Alors comment se passe le processus d'itération ? Est-ce que vous étiez déjà présent à cette époque-là ? Oui, bien sûr. Oui, on était présents et puis on avait on n'a pas arrêté. Eric, je le connais depuis avant ça en fait. On travaillait ensemble. J'ai fait beaucoup de publicité avant et Eric m'aidait en fait à faire soit au storyboard, soit au concept en fait pour faire des recherches quoi, des graphiques. Et donc on se connaissait avant. On avait l'habitude de collaborer ensemble, c'est-à-dire de se parler, de se dire moi il m'envoyait des trucs et puis je disais putain ce serait peut-être mieux de faire ça. Ou alors, qu'est-ce que tu penses de faire ça ? Et donc, il y avait, on a appris à travailler passionnés en fait, complètement sur l'image quoi. Et toujours avec un but très très précis en fait. Le client veut quelque chose et donc qu'est-ce qu'on va lui filer, mais quelque chose qu'on aime bien quoi, parce qu'on a été embauché. Donc, si on aime bien quelque chose, c'est que ça va forcément plaire vu qu'on a été embauché pour ça. On est naïf. Et et donc après le processus créatif, c'est dans le concept de Sergio Pablos, les mignons étaient censés être une armée de gros durs et tout ça, quoi. Genre le méchant dit allez me chercher, allez me kidnapper trois fillettes. Comme on a l'habitude de connaître en fait. Exactement, le cliché c'est des gros mastards en fait, et enfin les hommes de main quoi en gros. Quoi. Et Eric lui a pris forcément le contre-pied. Il s'est dit non, ça se trouve c'est des travailleurs, ils font ça, ils vont au boulot tous les jours, leur petit boulot en fait, et donc bleu de travail, etc. Quoi. D'accord. Le concept, alors non seulement le bleu de travail, mais petit. Je sais pas si tu as vu, les tailles sont minuscules quoi. Et donc on s'est dit que ça faisait peut-être un petit peu trop Oompa Loompas, le truc j'oublie les noms là, excuse-moi là, parce que moi aussi je suis un peu décalqué. On rentre tous deux de voyage et de travail. Charlie et la chocolaterie en fait, il y a les travailleurs de l'usine là. De l'usine là, c'est les Oompa Loompas. Et donc c'était un peu de ce goût-là quoi. Et donc c'était des humains et donc on s'est dit alors il faudrait trouver autre chose. Et c'est là en fait que la réflexion a commencé Enfin, c'est là que les discussions ont réellement commencé en fait par rapport à ces bestioles, parce qu'on s'est dit ça peut pas être des humains parce que ça va faire bizarre, ça va faire le Charlie à la chocolaterie, donc il faut que ce soit autre chose. Donc il y a Chris Renaud qui s'est dit ça se trouve, on s'inventait des histoires parce qu'on n'avait pas de script, donc ça se trouve c'est le méchant qui en creusant son antre ou son labo, il est tombé sur ces créatures, et donc Chris Renaud après leur a fait ça se trouve c'est des créatures
taupe, mâle, men, et donc on va leur coller des espèces de masques sur les yeux, façon lunettes en fait, pour genre ils voient pas, et puis on va les mettre jaunes ou pâles du moins quoi, comme ça ils seront. Parce qu'ils n'avaient pas pris le soleil. Voilà, c'est ça, ils voient jamais le soleil. Et donc au fur et à mesure en fait les choses ont évolué. Après ça a transité vers un espèce de truc en fait où vous avez vu le dessin tout à l'heure. Ouais, j'invite les auditeurs et auditrices d'aller sur la version vidéo de cette interview, comme ça vous avez les visuels parce que on voit l'évolution. Vous voulez faire une vidéo de ça. Oui, et donc on a transité par des espèces de créatures qui ressemblaient à des extraterrestres, genre rouge, vert, bleu, voilà, merci. Et puis on s'est dit non, trop bizarre. Et après, alors c'est devenu un mixte alors c'est devenu un peu des trucs comme ça quoi, et on a commencé à les mettre sur ordinateur, à les sculpter sur l'ordinateur, et puis à commencer à les animer juste pour voir, et ça a donné des espèces de petits trucs un peu alors je crois que c'était la base ceux-là là, et ça a donné un truc un peu trop organique en fait, avec des lèvres mis à marquer, des yeux presque trop réalistes quoi, presque un peu trop bactracien. Et on a demandé à Eric en fait de prendre ça pour base en fait. Et non, ça c'est la fin ça. Ouais. Ça c'est la fin, mais on va aller sur ça justement. Vous en avez fait une sorte de cellule en fait. Ouais. Mais très 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 japonisante en fait finalement quoi, parce que c'est très dans le design en fait c'est très très épuré quoi. Et je pense que c'est une partie peut-être du succès aussi quoi, le fait que tout le monde est capable de les dessiner quoi. C'est un code couleur quoi, genre rouge, bleu, si vous dessinez une forme jaune sur un truc bleu, en fait tout de suite tout le monde avec des lunettes ou des gros yeux, alors là, c'est ça quoi, tout de suite c'est mignon quoi. Donc ça a une forme de génie en fait qui est attribuée évidemment à Eric quoi. D'universalisme en fait un peu. Et comment c'est entre ce moment-là où vous avez les premiers concept art on va dire qui sont issus de la relecture de ce qu'avait fait Sergio Pablos et cette animation qu'on vient de voir là, qui sont des premiers tests en fait. Combien de temps se passe quoi? C'est ça qui m'intéresse. En fait, ils se donnent du temps. Enfin, ils se donnent du temps. Là, on a commencé. Ils se donnent 3 ans pour faire des films en général quoi. De manière très arbitraire en fait, et ça ne se passe jamais comme ça. En fait, la première année, ils se disent on écrit l'histoire. La deuxième année, on prépare techniquement l'histoire qu'on va produire. Et la troisième année, on produit. C'est-à-dire qu'on fabrique et on anime. Chose que en fait, les choses se chevauchent. C'est-à-dire que pendant que le script se fait, en fait, il faut commencer à construire les objets en fait, pour pouvoir les animer derrière. Évidemment, il y a tout qui change parce que le scénario n'existe pas. Donc, au fur et à mesure que le scénario change, les objets qu'on a construits, ils sont caducs. Donc, on est obligé de... Mais il y a une espèce de dynamique qui est lancée le premier jour de la première année, en fait, qui fait que la machine ne s'arrête pas, quoi. Parce qu'on a une date butoir et cette date, en fait, ne bougera pas bouger et n'a jamais bougé, quoi. À chaque fois qu'un film a commencé, on savait quand est-ce qu'il a été... Donc, c'est extrêmement collaboratif et donc les gens ont envie de participer pour que ça se fasse, quoi. En fait. C'est un vrai travail d'équipe. C'est pour ça que je dis, moi je suis pareil, en fait, je suis juste un interlocuteur. Voilà, c'est ça, je suis un interlocuteur. Le grand patron, en fait, me dit, j'ai un problème, j'aime pas cette séquence. Je vois la séquence, je me dis, oui, effectivement, il y a 36 000 manières de résoudre le problème qu'il a, quoi. Et après, est-ce qu'il me fait confiance ou pas pour la résoudre? En fait, c'est ça la question. mais c'est pour ça qu'il m'embauche, en gros, quoi. Le patron, justement, je veux revenir sur cet élément-là. On va revenir sur les photos de Chris Mélédandri. Normalement, non? Oui, c'est ça. Oui, c'est lui, c'est le producteur qui travaillait à la Fox avant. Qui a produit des films comme L'âge de glace. L'âge de glace, tout à fait. Mais avant ça, il avait je crois qu'il a commencé sa carrière sur Footloose. Ah ouais, carrément. Vachement bien. Vachement bien. Oui, c'était pas du tout quoi. Non, il était dans le live en fait. Et après, il a produit le film des Simpsons. Après, il a produit quoi d'autre? Son premier truc tiré du Dr. Seuss là, qui s'appelait Horton Hears the Who. Horton Hears the Who. Horton. Ouais.
qu'on ne connaît pas ici et non, que, mais là-bas, et que j'aime pas du tout en fait. J'ai du mal à tout ce qui est Dr Seuss, moi ça me dépasse en fait parce que je trouve que graphiquement je trouve ça horrible en fait, ça me hérisse le poil et je comprends pas ce qui se raconte. Mais quand il produisait ces films-là, il travaillait pour la Fox, un broadcaster quoi. Ouais. Et ensuite il a monté sa propre structure. Ouais, mais en fait il s'est fait débaucher par Universal. D'accord. Et en se faisant débaucher, en fait, il a créé sa propre boîte en l'appelant Illumination Entertainment au début, mais il a laissé tomber le Entertainment. Et par contre, alors, ils ont un contrat d'exclusivité avec Universal. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont employants, ils sont à égalité, on va dire, avec Universal. D'accord. En tant que producteur exécutif, mais en fait, ils coproduisent ensemble. Oui, c'est un peu plus que Prodexé, quoi. C'est vraiment. Et donc, après avoir eu une série, le Lorax, d'autres films comme ça, il a eu cette idée-là qui lui vient du coup de Sergio Palbos, quoi, en gros. Ah oui, attends, non, le Lorax c'est venu après. Donc c'est le Lorax, ça va. Après. Ouais. Donc c'est après. Non, c'est en quittant en fait. C'était peut-être du temps où il était à la Fox, en fait, où il a rencontré Sergio Pablos avec ce projet et Chris lui a dit non. Et puis après, il a quitté la Fox et il a dit en fait, ton truc là, si, c'est pas mal, viens. Ouais. Peut-être. Oui. Mais en tout cas, le fait est qu'il avait ce concept en main quand il a commencé à démarcher différents studios aux États-Unis, en Europe, soi-disant le monde, en fait, pour savoir où est-ce qu'il allait le produire. Et donc, il a débarqué chez vous. Ouais, alors j'étais pas là. Ah, c'est pas moi qui ai ouvert la porte. C'était Jacques Bled. C'est Jacques Bled, ouais, tout à fait. Alors ma collaboration avec Jacques Bled, en fait, c'est que Jacques Bled et 4 autres, je crois 4. Bref. Oui, c'est 4 cofondateurs de McGuff-Lin. McGuff-Lin, voilà. Moi, j'étais client chez eux. Je faisais toutes mes pubs. J'ai commencé ma carrière en fait dans une société qui s'appelait Ex Machina. Ouais. Et ensuite, quand ils ont commencé, quand elle a fait des bébés cette Ex Machina. Oui, plein en fait. Hein, mais après, je les ai tous retrouvés chez McGuff, tous ces gens, presque en grande partie. Et pour les meilleurs en tout cas. Et donc, vous utilisiez les animateurs à l'époque de chez McGuff-Lin pour réaliser les publicités, etc. Et mes différents trucs. Donc là, commencer une collaboration avec eux, en fait. Ouais. Et après, c'est de l'ordre du mythe, en fait. Il faudrait que vous invitiez Jacques Bled pour savoir. Mais en fait, la vérité, elle est dure à savoir parce que Chris Meledandri, en fait, et quand il me raconte l'histoire, moi, j'ai pas l'impression que c'est celle-là. Et quand Jacques me la raconte, je me dis, non, ça s'est passé vraiment comme ça, quoi. Et quand j'en parle, en fait, à Chris Renaud, mon co-réalisateur sur le premier film, lui, alors, il me raconte une histoire, mais je me dis, mais c'est pas possible. Et donc, il y a 3 versions. Non, mais c'est affolant, quoi. En tout cas, ma version, donc, c'est que moi, j'étais pas là. Ils se sont pointés. Chris Meledandri et son collaborateur de l'époque, en fait, qui s'appelait John Cohen, sont pointés en France. Non, sont allés en Angleterre. Ouais. Visiter les Frame Store parce que Universal venait juste de terminer The Tales of Despero, je sais pas comment ça s'appelle en français, le truc avec une petite souris au Moyen-Âge en fait. Je connais pas ce film. Et ça se voulait dans la veine des tableaux de Vermeer un peu, bref. Donc ils avaient fait, Universal avait fait un de leurs films avec Framestore et donc mon producteur s'est dit je vais visiter le studio quoi. Et ils ont profité d'être en Angleterre en fait pour rencontrer toutes les une grande partie des boîtes de prod et ils ont frappé à la porte d'une boîte qui s'appelle Passion Pictures avec qui j'ai collaboré, je collabore toujours. Et toujours. Bref. Et sujet. Oui, c'est compliqué. et là, ils m'ont parlé apparemment. Ils ont pitié un peu du truc. Non, ils ont dit en fait, il y a ce mec, en parlant de moi et de Jacques. Enfin, il y a ces gens qui sont en France. En fait, vu que vous êtes là et c'est pas loin, moi j'irai. Prenez l'Eurostar. C'est ça, quoi. Et donc il a déboulé au studio en fait et il l'a visité et Jacques lui a montré en fait tout ce qu'il faisait en anime, mais tout ce qui se faisait en anime en fait c'était moi quoi. Et moi j'étais en tournage, je sais plus où et pourquoi, probablement pour une caisse d'épargne quelconque. Et donc en gros ils sont repartis en se disant quand il reviendra on reviendra quoi. Et donc je suis revenu éventuellement et donc ils sont revenus, on s'est rencontrés puis le truc a commencé un peu comme ça. Il y a eu une bonne relation qui s'est installée tout de suite quoi.
Ils vous ont fait confiance dans le travail, ils ont vu qu'il y avait des productions. Mais alors j'étais super méfiant en fait parce que j'étais sorti d'une très 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 mauvaise expérience en fait avec des producteurs soi-disant des producteurs. Ouais, ça n'était même pas. ou pour un grand film français et je m'étais dit de long métrage en fait et j'avais passé peut-être un an dessus en tenant le coup à chaque fois et en me disant rien de bien ne se fait simplement, donc c'est peut-être normal tout ça en fait que le producteur soit bizarre, que machin. Alors il y avait des gens talentueux dedans. Il y avait en fait c'était une coproduction et un des deux producteurs, je vais pas citer l'autre là, parce que j'ai pas envie de lui faire de pub même si elle est mauvaise, mais il y avait Didier Bonner en fait parmi les deux et lui il était génial quoi. Mais bon quand j'ai décidé bien accompagné quoi. Non et quand j'ai décidé d'arrêter en fait comme par hasard 2 mois plus tard lui aussi il a jeté l'éponge en fait en disant donc bref et donc, sorti de cette très mauvaise expérience, je me suis dit, je vois l'autre débouler. J'étais un peu échaudé, vous n'avez pas trop envie d'avoir. C'est surtout que lui, en plus de ça, c'est un Américain, donc je me dis, il va être 10 fois pire, quoi, à tous les niveaux, au niveau des salaires, au niveau des droits, au niveau des relations, au niveau de la liberté de création, etc., quoi. Et en fait, il s'est trouvé que non, quoi. Enfin, au bout d'un certain temps, je me suis aperçu que. Alors, il est sacrément charmeur, vous voyez, sa petite bouille, là, il est très sympa, là. Mais effectivement, il est très sympa et très avenant, très enthousiaste. Et surtout très intelligent, et il sait y faire, quoi. Il y a pas... Non, effectivement, c'est un succès de toutes parts parce qu'il y a finalement chacun qui a mis sa pierre à l'édifice. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis en fait, il faut pas, je veux pas, en fait, il faut aussi pas parler de Jack Black parce que c'est en fait le studio s'il est devenu, s'il était bien en fait, c'est grâce au 5 et c'est grâce à Jacques aussi, donc. Et c'est pour ça que je faisais mes pubs là-bas en fait. Exactement. C'était que des talents comme vous veniez taper à la porte chez eux, c'est qu'ils avaient. Je m'étais dit en fait c'est la seule boîte où je peux faire juste avant en fait. Alors c'est pas pour minimiser cette boîte en fait, mais juste en anime en fait il y avait que j'avais fait un petit passage par d'autres boîtes avant en fait et je m'étais dit mais jamais je pourrais avoir ce que je veux en animation quoi. Et ou jamais parce que c'est pas ce que je veux en fait. J'ai pas forcément quelque chose de précis en tête en animation, mais je me dis techniquement en fait la qualité de l'image quoi. Il faut qu'ils aient les outils en fait pour faire un truc ou pour quand je demande une modif on me dise pas bah non il faut revenir dans une semaine quoi. C'est juste pas possible quoi. Et là eux en fait ils ont j'ai la naïveté de penser qu'ensemble en fait on a créé un espèce de truc en fait où quand les Américains ont déboulé on savait faire quoi. Mais MacGuff ça reste une légende quoi, c'est-à-dire que niveau image c'est difficile de faire mieux. Alors il y en a d'autres qui ont se mêler à une époque en tout cas oui c'était ça quoi. Au podium, mais c'est vrai que c'est incroyable. Alors revenons sur Les Mignons et sur la réalisation. Moi je suis curieux de savoir comment on procède et comment on travaille quand on est réalisateur avec je veux décevoir là. Non mais c'est beaucoup de coordination j'imagine entre les animateurs, enfin d'abord les storyboarders puis ensuite ceux qui vont faire les séquenciers, puis ensuite... Ouais, alors tout ça est un peu... tout part du script, en gros. Vous avez, il y a à peu près 300 personnes en fait, qui travaillent dans différents corps de métier en fait, sur un film. Ouais. D'accord. Donc après, ça part des gens qui font le script, donc ils sont 2. À l'armée de gens en fait en compo rendu en fait qui sont peut-être je sais plus d'une 15-20 quoi ou voire peut-être plus et après il y a plein de départements genre les cheveux, les vêtements, les FX c'est-à-dire les explosions ou les autres. Donc tout ça fait à peu près 300 personnes, mais ça démarre toujours en fait avec un script ou avec une séquence, on va dire pour faire simple, et qui est validée difficilement en général en production. Donc parce que nous on est en amont de ça en fait, donc on lit le script et on s'est rendu compte en fait que notre bien-aimé producteur, des fois, il a du mal en fait à lire et il préfère voir en fait. Donc, ce qu'on se dit, nous en général, c'est bon, d'accord, il n'y a pas de souci, on va prendre la chose et on va te donner notre interprétation de la chose en fait sous forme de petites vignettes qu'on appelle storyboard. Okay. Ces storyboards, en fait, on le file à un monteur et son assistant. Donc un monteur, il y a à peu près deux assistants, je crois, un truc comme ça. Et il va prendre ces vignettes-là, il va les monter
un monteur en fait en animation, en fait, c'est pas quelqu'un qui a plein de rush et puis qui se dit, qui fait un choix, machin, il a un nombre limité de vignettes et il se dit bon bah ok, je vois le script, je vois ce que le réalisateur là dans mon dos demande par rapport à ce script qui existe et il traduit. Et il traduit en fait, mais enfin il met bout à bout en fait les images qu'il a, mais et en collant de la musique et des voix temporaires et tout ça. Mais en gros, quand vous voyez la séquence, quand vous voyez jouer la séquence, en fait, c'est rigolo, quoi, parce que c'est comme c'est la scène qui se passe, quoi. C'est la scène qui se passe. Et on voit ce qui fonctionne pas, etc. Exactement. Donc là démarre en fait le travail du réalisateur de dire, ok, on cut ci, on cut ça, on rajoute un plan, ou alors ce plan-là, il va falloir qu'on soit plus concentré sur les visages. Ça, en fait, ce que vous dites là, en fait, ça implique en fait une certaine liberté. Cette liberté-là, on l'a pas forcément. On préfère, surtout quand on a un doute sur une scène, en fait, on préfère reprendre sous la contrainte. Faire le storyboard de la scène avec 2-3 de nos idées dedans, en fait, et puis de montrer ça le plus vite possible en fait au producteur, parce que des fois le producteur il se rend pas compte en fait que la scène qui fait 10 pages juste avec un personnage, 2 personnages qui se parlent en chant contre chant, ça risque d'être un peu ennuyeux. Et donc avec l'expérience, vous savez qu'en fait plutôt que de couper, en fait vous allez peut-être le montrer, quoi, histoire de lui faire dire de lui-même que c'est peut-être un peu long, quoi. Et donc il y a toute une et ça, c'est dans le rôle du réal aussi, en fait, d'avoir une espèce de stratégie de diplomatie et de rhétorique, en fait, pour faire prendre les bonnes décisions au producteur, parce que c'est lui au final. C'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça. En fait, être réalisateur, en fait, et ça, c'est avec tous les corps de métier dont je vous parlais. En fait, vous parlez pas à tout le monde de la même manière, quoi. Et même à l'intérieur même d'une équipe de prod. Par exemple, je vais pas parler de la même manière à un animateur, à 2 animateurs, quoi. Parce que selon le rôle qu'ils ont. Exactement, quoi. Et selon le plan qu'ils ont, selon ma connaissance de ces 2 individus, etc. C'est pour ça que je parle de chef d'orchestre. On est vraiment en train de. C'est un peu ça, ouais. Et puis avec. En plus, c'est un chef d'orchestre qui va de chambre en chambre, qui fait tous les. Ouais. Alors après, il y a des sous-chefs. C'est-à-dire que moi, mon truc, c'est vraiment l'animation, en fait. Donc j'ai en général 2 directeurs d'animation, en fait, et qui savent à peu près ce que j'ai en tête parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec moi, etc. Et ils font tout ce boulot de diplomatie, en fait, c'est eux qui le font, en fait, avec les animateurs. Mais après, on va voir un extrait d'ailleurs de vous en train de montrer à une personne dont on va parler aussi. Ça va sentir la mise en scène, là, je sens. Ouais. Et justement, on voit l'animation qui se déroule et on voit que ça part d'une version 2D et que vous allez vers une version 3D. C'est quoi C'est peut-être... voilà, c'est ça. Dans le temps, on lui déplace un membre, le bras, le pied, etc. Ouais, non, c'est comme ça. Ça, c'est une séquence du film. T'as un camion de glace qui arrive et en fait, t'as une sous-histoire dans Moi, Moche et Méchant 2, en fait, où les mignons disparaissent, ils sont kidnappés au fur et à mesure. Et là, c'est la dernière séquence où ils sont quasiment tous attrapés. C'est bien, ça. Moi, je vais prendre un petit café. Tu veux boire quelque chose? Oh, si. Poquitano, la cacatoès, pour l'écoute et les balais. Et l'ami spaghetto, la kiné. D'accord. Mais avec ou sans sucre? Oui, vous avez bien entendu, c'est la voix sympa, ce gars de Gad Elmaleh, notre légendaire Gad Elmaleh. Oui, c'est un point important aussi, tout ce qui est attrait après l'animation. Et là, on a vu un peu justement le travail de Babette, notamment, et d'autres. Il y a aussi le jeu d'acteur, quoi. C'est-à-dire que quand on regarde un film de Moi, Moche et Méchant, c'est incroyable comment on rentre dans l'histoire, etc. Et ça vient notamment du travail des voix. On a côté américain Steve Carell qui joue le personnage de Gru. Ouais. Et côté français, Gad Elmaleh. Ouais. Alors, c'est pas pour minimiser la performance de Gad, hein, mais on anime en fait sur la voix originale qui est celle de Carell. Ouais. Et Gad, lui, en fait, tout comme Audrey Lamy aussi dans le 2, en fait, qui fait la copine la femme même de Gru.
En fait, c'est de la post-synchro, quoi. Alors, c'est carrément un autre travail. Je dis pas que c'est plus simple, bien au contraire. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que l'anime, en fait, elle est. C'est marrant parce que quand j'étais étudiant au Gobelin, il y a un truc qui me fascinait par rapport aux voix. En fait, c'est que des fois, les voix originales étaient en deçà des voix françaises. Et j'ai un souvenir en tête très précis, en fait, où c'est dans le Brisby et le secret de Nîmes, un film de Don Bluth. En fait, il y a un personnage joué par un corbeau, enfin d'un corbeau qui est joué en français par Jacques Balutin. Et alors, personne connaît maintenant. Tout ça, un comédien de voix, du coup. Oui, c'est ça, mais alors, c'est un vieux, je me demande s'il n'est pas mort. Ouais, bon. Bref. Et la version américaine, je ne sais pas. Et je me rappelle l'avoir vu en VO, ce film. Et, ça faisait pas le même effet. Quoi. C'était pas terrible en VO. Et quand j'ai vu la voix française, je me suis dit, ah la vache, c'est vachement bien, c'est vachement plus expressif. Et en fait, il y a une raison à ça, c'est que les gens qui font le doublage, ils ont l'anime final, en fait. Ils savent quelle énergie il doit donner, en fait, aux bestiaux là, qui se débattent et tout ça. Le mec, au départ, en fait, il a rien. Genre, Steve Carell, quand lui, il démarre, en fait, il a zéro visuel. Il y a juste nous, en fait, lui disant, alors là, t'es en train de courir, t'es essoufflé et tu... Ah oui, d'accord. T'es poursuivi par une armée de... Donc, il est carrément dans le processus de créatif de réalisation. Exactement, quoi. Il est dans sa tête, il s'imagine... Est-ce qu'il réécrit parfois les complètement. Complètement. Ouais. En fait, c'est ça... Alors Steve Carell, pour ceux qui connaissent pas, mais en gros c'est The Office, la grosse série. Il a fait plein d'autres films. Oui, bien et pas bien en fait, mais Puceau à 40 ans, enfin pas mal de choses. Mais ça c'était bien. Mais c'est un comédien qui est extrêmement brillant. Et surtout en improv en fait. Et surtout en improvisation. Ouais. Et ce qui fait que c'est lui qui a donné ce ton un peu, cet accent entre le Mexicain, le Dracula. Oui, c'est très bizarre. Ouais. Non, c'est en voyant la tête du personnage. Très bien. Ça marche super bien. Et c'est lui aussi qui a inventé le. Enfin, on lui a vaguement pitché, et puis alors il a surfé dessus en fait. C'est le premier enregistrement en fait, je me rappelle où c'était dans le premier film où il y a Gru qui arrive sur scène et où il y a une armée de mignons qui est là. Et il y a tout le monde qui l'applaudit. Et on lui a demandé si tu pouvais leur donner des noms, en fait, genre hey, toi, et toi, et toi, et toi. Et c'est là où il a commencé à sortir ces noms, mais complètement lambda, quoi. Genre hey, Ken, Marc, ça va, la famille et tout. Et là, ça a donné carrément une autre ampleur. Tout à fait. Et ça a donné même, en fait, des personnages, parce que les trois petits mignons qu'on suit dans Les Mignons, notamment Kevin, Stuart et Bob. Voilà, ça c'est. Mais ça, c'est génial, en fait, de les avoir appelés de noms complètement communs. Et pas les laisser anonymes, en fait. Oui, c'est ça. Mais ils connaissaient tous en fait. Mais c'est rigolo de les appeler aussi par des prénoms usuels quoi finalement quoi. Non mais c'est vrai que ça a été une part importante de la chose. On va regarder un peu d'ailleurs sa prestation parfois comment ça peut se dérouler. Sentences? Sorry, it's a twin thing. C'est dingue hein, parce que en l'espace de quelques mots, ça transpire en fait. C'est un génie ce mec, hein. Franchement quoi. En fait, sa manière de travailler, c'est qu'il prend le script, il lit plusieurs fois, mais en live. Hein. Vous pouvez à la limite lui décrire le truc, mais alors déjà il vient préparer, contrairement à 99% des acteurs qui font ce métier-là. D'accord. Ils lisent le script, lui il lit les scripts, il lit ce qu'il doit dire dans la journée et tout ça. Quoi. Bizarrement, en fait, il y a plein de gens qui ne le font pas, alors que je me dis naïvement que c'est le béaba, mais bon, bref. Et lui, il se pointe toujours préparé, et ce qui fait que, en fait, quand il se lance, en fait, on peut l'arrêter hein, évidemment quoi, mais on sait que ça va devenir. Il lit le texte et au fur et à mesure en fait il se départit du texte. Et là c'est là où le génie apparaît. Il y a toute une scène dans donc le 3. Vous collez sa lecture de scénario, enfin son interprétation du scénario et des dialogues avec le storyboard. Des fois on réécrit le script en fonction de ce qu'il a fait. Ouais. Okay. Il y a toute une séquence comme ça où alors, dans mon souvenir les scénaristes n'y croyaient pas et voulaient pas l'écrire. Bon, voilà. Et je l'ai pitché à Steve Carell. En fait, c'est dans le 3 où je me suis dit, tiens, ce serait rigolo, peut-être. Alors, juste le 3, ce qui se passe, en fait, c'est que Gru, le méchant, rencontre son frère, en fait, qui est pas si méchant que ça, mais qui est un peu bête, quoi. Et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal, en fait, pour montrer qu'il y a une évolution. Et évidemment, ils se détestent au début quand ils se rencontrent. Enfin, Gru déteste son frère, Drew. Et je me suis dit, ce serait cool peut-être de montrer un changement de relation, en fait, en les faisant s'amuser à jouer le rôle l'un et l'autre. l'autre. Et là,
Et là, il y a Steve Carell, il l'a pris, et puis il nous a dit bon, alors, je vais faire Drew qui fait Gru là. Et puis il nous a fait toute une passe comme ça. Et après, il nous a demandé alors maintenant, remettez-moi le Drew et je vais lui répondre quoi. Il a fait les deux voix du coup. Eh ben oui, il a fait les deux voix quoi. C'était génial quoi. Mais alors sur la version originale, Drew est aussi joué par Steve Carell. Ah oui, complètement, ouais. Ah ouais, d'accord. Parce que sur la version française, c'est Harry Elmaleh, le frère de Elmaleh. Bah, on s'est dit que c'était rigolo quoi d'avoir les deux frangins. Steve Carell, je sais pas s'il a un frère qui est dans le métier. Ah ouais, mais c'est quand même une sacrée prestation. Ah, c'était génial. Et puis c'est ce qui fait que vous, en tant que réalisateur justement, quoi, vous vous dites, bosser avec un mec comme ça donne des idées justement pour trouver autre chose. C'est pour ça aussi en fait que je suis pas un vrai réalisateur aussi dans le sens où je me concentre sur la création de tout ça. Mais j'adore la technique et je suis un geek total de la technique. Quoi. Ce qui fait que j'essaie de me tenir au courant en fait, de qu'est-ce qui se fait, comment ça se fait et pourquoi. Et donc j'essaye en fait, de pousser le champ du possible, en fait, mais techniquement. Quoi. Après, au niveau de l'histoire, en fait, j'ai un goût, mais, alors qu'on me demande d'avoir et qu'on me demande de un goût pour la comédie, à se prononcer. Oui, de savoir. Et le slapstick aussi. Mais après, je prétends pas avoir raison dans le sens où tout est problème de toute façon. Quoi. Si quelque chose n'est pas drôle, on vient vous voir et on dit mais alors comment on fait pour le rendre drôle ? C'est un enfer. Oui, il n'y a pas d'école pour ça en fait. Non, donc après, c'est en discutant. C'est comme une discussion de café avec des potes. Quoi. Vous dites, et ça, si on faisait ça, puis non, si on faisait ça, non, je sais pas. Et puis on faisait ça, et puis ah oui, peut-être, on va essayer. Et puis c'est au fur et à mesure en fait. C'est ça on a cette chance en animation en fait où on n'est pas devant un acteur qui doit faire son truc tout de suite quoi. On est devant un comédien très très lent en fait qui passe par différentes étapes en fait pour vous montrer un truc dans quelques semaines quoi. Et au pire parce que des fois ça se compte en jours évidemment et donc parmi ces étapes en fait il y a ce qu'on appelle le blocking où on peut voir l'idée générale en fait de l'acting ou de la performance d'acteur en fait que vont avoir les personnages relativement vite. Ce qui fait que vous, réalisateur ou directeur d'animation, ça donne des idées. Et, on pourrait faire ci, et puis ça, et puis non, c'est ça. Et puis alors là, c'est le ping-pong, et puis ça. Et là, à ce moment-là, vous pouvez faire intervenir un Steve Carell, justement, en disant tiens, regarde, et qu'est-ce que t'en penses, et est-ce qu'on peut écrire On n'embête pas Steve Carell pour ça, voyons. Non. non, lui en général. Alors, soit on peut lui montrer des choses, en fait, simplement pour lui dire putain, on est super content, et c'est vrai que en général, à chaque fois qu'on lui a montré des trucs, on lui montrait des trucs, on était fiers, quoi. Et donc, il était content. Mais on montre pas des choses. Je lui montre des choses simplement si j'ai une idée en fait qui sera dure à interpréter ou à vendre au producteur en fait en lui disant voilà j'aimerais bien essayer ce truc là mais pour avoir un soutien potentiellement c'est ça quoi et donc après je veux pas lui mettre la pression diplomatie c'est vraiment ça pour ceux qui veulent devenir réalisateur ou réalisatrice et qui écoutent ce podcast ce n'est que ça ce n'est que de la diplomatie. Alors, j'imagine que c'est beaucoup d'autres choses mais c'est quand même assez important c'est des skills à développer quoi. Ah mais carrément mais ça prend pas à l'école non plus quoi absolument j'ai pas eu de formation de réalisateur moi en fait j'ai fait Les Gobelins pendant 3 ans en fait et sorti de là en fait j'ai même pas quand je vois les films sortir là, des différentes écoles en fait en fin d'année je me dis oh la vache putain, comment ils font qui a fait c'est incroyable quoi. Là pour moi eux ce sont des réalisateurs mais par contre j'ai eu beaucoup de pratique quoi c'est-à-dire que j'ai pratiqué plein de réalisateurs j'ai bossé avec plein de gens que j'ai adoré et puis d'autres gens que j'aimais moins quoi et en fait ça m'a donné tout un espèce de bagage presque naturel en fait où quand on m'a demandé en fait de faire ma première pub et même là on m'a un peu tenu par la main en fait donc ça a été vraiment très graduel quoi et même quand j'ai fait ma première pub où j'étais plus réel ma première pub que j'ai fait avec Babette la fille que vous avez vue tout à l'heure c'est marrant même là en fait je m'étais dit non de toute façon c'était juste une pub et puis là maintenant je vais continuer à faire mon métier d'animateur et en fait graduellement j'ai eu de plus en plus de trucs de réalisation et c'est rigolo parce qu'on était tous de projet en projet en fait vous vous êtes construit à l'acte de réaliser quoi en fait c'est quand j'ai fait ma première pub genre quelques mois plus tard j'avais fait ma deuxième et puis quelques mois plus tard machin et puis mais les espaces entre les différentes pubs en fait c'est réduit au fur et à mesure. Ce qui fait que je faisais je me rappelle des fois je faisais 3 pubs en même temps quoi. Mais encore une fois en anime ça veut pas dire que donc c'est étalé tout ça sur des périodes vachement longues. Vous n'avez pas
chômer, quoi. Non, si on devient un jour réalisateur de Moi Moche et Méchant, c'est pas pour rien, quoi. C'est qu'il y a quand même énormément de travail aussi. Je sais pas s'il y a personne d'autre de libre, j'imagine. Je reviens aussi sur les voix. Quelle modestie, il faut arrêter avec cette modestie. Je reviens sur les voix parce que, juste pour énoncer un peu le casting de rêve qu'il y a eu sur toute la série des Moi Moche et Méchant et Mignon. Donc Steve Carell et Gad Elmaleh, on en a parlé. Il y a eu Kristen Wiig aussi. Génial. Superbe. Qui vient de SNL. Ouais. Pareil, en improv, là, incroyable cette fille. Ouais. Incroyable, ouais. Jason Segel, Jonathan Cohen, Audrey Lamy, Rick Cantona, David Marsay, Marion Cotillard et Guillaume Canet aussi dans Les Mignons. Sandra Bullock, John Hamm, Michael Keaton. John Hamm, c'était génial. On fumait des cigarettes pendant les pauses et tout ça, c'était top. J'ai l'impression d'être dans Mad Men. C'était top. C'est le personnage principal de Mad Men. Donc c'est quand même assez important aussi la voix et le jeu dans un long métrage. C'est essentiel. Et Gru, on peut l'entendre et hop, tout de suite on pense à ce personnage et de lui avoir donné autant de timbres et de couleurs en même temps, c'est quand même fort, quoi. C'est pas donné à tout le monde. Oui, en même temps, on est un petit peu dans la. Alors nous, on est dans la comédie forte, hein, donc j'imagine qu'il faut pas faire ça dans toutes les. Je parle du domaine de l'animation en fait, parce que je vois des choses aussi en fait, hein, qui sont très normales. Nous, on est un peu, carrément dans la caricature en fait, hein, donc on est poussif et j'ai envie de dire qu'on est génial dans la caricature. Par contre, ça veut pas dire qu'on serait bien en fait dans le côté naturaliste. Mais il y a un autre comédien de voix. Il s'agit de vous, et ça c'est génial. C'est que les voix des Mignons, c'est vous qui les interprétez encore aujourd'hui. Ouais, mais tout ça, c'était presque un accident en fait, parce que sur le premier film, toujours par rapport à cette scène là, dont je parlais tout à l'heure, où Gru arrive sur scène et il y a tous les mignons en fait qui sont censés l'accueillir, on s'est dit, mais à un moment donné, on voit dans le script, mais on se pose pas la question, on se dit bon bah voilà quoi, ils l'accueillent. Mais après, on se dit ouais, mais ils l'accueillent en faisant mais c'est quoi comment, non. Et donc c'est là où on a commencé à réfléchir et puis à dire qu'il y avait peut-être un problème potentiel. Donc on a dit ça au producteur, on a dit ça à ma productrice, parce que non seulement il y a Chris Mélédandri, mais il y a aussi quelqu'un de très important en fait, parce que Chris Mélédandri lui était aux États-Unis, quoi, donc il lui fallait un espèce de contrepoids, un équivalent en France, quoi. Et donc il a embauché une dame qui s'appelle Janet Healy. Et alors là, le CV de la dame, en fait, genre elle a bossé sur Rencontre du troisième type, 1941, Jurassic Park, le Terminator 2, la totale, quoi. Et donc un CV génial. Et donc elle a atterri en France, en fait, pour produire les films de Chris Mélédandri, quoi. Et à un moment donné, je lui dis qu'est-ce qu'on fait pour les Mignons et tout ça, parce que il faut leur mettre une voix, quoi. Faut leur donner. Mais alors c'est à nous de qu'est-ce qu'on. Qu'est-ce qui est prévu Et elle dit je sais pas, mais on va demander à un ingénieur du son en fait de nous faire plusieurs propositions. Donc il y a des propositions qui nous sont arrivées en fait étaient très très mauvaises et c'était très trafiqué. Enfin ça sentait le robotique un peu. Complètement robotique. En fait, on sentait tiens, je vais apporter une solution technique en fait à un problème en fait qui n'a pas de solution technique en fait finalement. C'est organique, la voix c'est exactement organique, quoi. Et donc là, je me suis dit, c'est en réaction en fait à ces propositions en fait que je me suis dit, je peux pas faire ça en fait. Et je vais, pour certaines de mes pubs en fait, notamment pour Passion Pictures en fait, j'avais fait des persos en fait, mais à la voix pitchée en fait. Et je m'étais dit je vais faire une maquette et puis juste pour lui montrer qu'en fait, au-delà d'être technique, en fait, il y a une manière de jouer en fait qu'il faut réussir à avoir, quoi. Et donc je fais les tests sur des petites animations qu'on avait préparées et on le montre au producteur et le producteur me dit voilà quoi, c'est parfait, ça marche quoi. Ça marche, c'est toi qui vas les faire dorénavant jusqu'à toujours. Et en fait on comprend pas leur langue, on comprend pas leur grand-mère, mais on peut ressentir tout leur sentiment. Non, leur grammaire. Ah bon. Excusez-moi, c'est mon accent du sud qui pitch aussi. On comprend rien à leur grand-mère. Et donc en fait tout c'est dans le mouvement et en même temps dans ce qu'il raconte. On va écouter un petit peu là, par exemple, c'est un des Mignons qui nous fait une prestation sur scène. C'est pas la joie des mitocalana, moule macarena. Paoletus, pas beau patimille, c'est pas macagusta, mamie les belles, mais la moustache et la picamucha.
Mocha coca pila caca fisa bella la masala. Papa mama lo capi papo la gusta la romata. J'ai pas coda mila toca boca pisa la lasagna. Chica la poma capomba bella mira la Polonia. Chica la poma capomba bella mira la Polonia. Chica la poma capomba bella mira la Polonia. Chica la poma capomba bella boca mira la Polonia. Pito patamilo mila takati kipule tika sika la joie des mito kalana moule macarena. Coca coca pila caca pizza bella la masala. Papa mama lo capi papo la gusta la romana. Coca pila caca pizza bella la masala. Papa mama lo capi papo la gusta la romana. J'ai pas coda ni la toca bossa pizza la lasagna. J'ai pas coda ni la toca bossa pizza mata la lasagna. Mocha coca pila caca pizza bella la masala. Papa mama lo capi papo la gusta la romana. On peut faire des chansons en mignon, c'est génial. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'on voit qu'il y a des inspirations espagnoles, il y a des mots qui viennent de la cuisine italienne, les lasagnes. Ouais, c'est les contraintes de ma connaissance des langues étrangères, si vous voulez, en fait, qui gèrent la... Après, c'est juste l'intonation, en fait. Alors là, c'est une chanson, donc c'est autre chose, quoi. Mais dans les dialogues, dans les dialogues, en fait, tout. Ouais. Alors, mais on comprend tout parce que c'est pas tant la signification du mot lui-même, mais la manière de le dire. Ouais. Donc c'est tout. Après, je peux dire n'importe quoi. Et c'est ça qui est rigolo, en fait. C'est que, hop là. Et ça vous a développé... Est-ce que vous êtes capable de parler en mignon ? Non, absolument pas. Non, je suis archi nul. Et là, là c'était un exploit parce que je me suis dit... là, tout ça, ça vient d'une comédie musicale américaine que j'ai vue à un certain moment de ma vie et tout ça. Et je me suis dit, putain, c'est absolument génial. Le débit, déjà, en anglais, machin. Et je me suis dit qu'un jour je le ferai, quoi. Et donc je l'ai fait là. Et puis en plus de ça, il y a un truc magique avec la voix des Mignons, c'est que j'ai l'impression que je chante bien en fait en mignon, quoi. Alors qu'en fait dans la vraie vie je chante pas spécial, quoi. Mais dès que je le transforme en mignon, en fait je me dis ah putain la vache. Mais alors c'est une sorte d'autotune, enfin c'est du pitch de votre voix. Alors c'est un peu plus compliqué que l'autotune. En fait c'est techniquement le pitch ne marche pas parce qu'en fait là on perd de la qualité. Et donc ce que je suis obligé de faire en fait c'est faire ma performance au ralenti. Et après accélérer, quoi. Ah d'accord. Et donc ça préserve en fait toute la qualité de la bande son en fait de sonore en fait et ce qui permet de pouvoir triturer encore plus derrière. Bon, un secret, hein, mais bon. En tout cas, les Mignons, c'est rentré vraiment dans la pop culture. Alors, il y a eu des collaborations avec Pharrell qui a écrit tout un son et tout qu'on laissera écouter qui s'appelle Freedom. Ouais. Les jouets, n'en parlons pas. Non, n'en parlons pas. Il y en a trop partout. Il y en a trop partout, mais c'est incroyable. Enfin, il y a des collaborations avec tout ce qui est possible, en fait. Hein. Ouais. C'est devenu une marque gigantesque, les Mignons. Ouais, et même à la sortie... Le truc, en fait, c'est que j'ai eu moi-même une petite overdose de la chose quand ils ont fait Mignon et que quand Mignon est sorti, je me suis dit, mais ça peut pas faire du bien. Il y a trop de jeunes partout, là. Non, mais mais ça peut pas faire du bien, c'est pas possible. Moi, j'aurais pas fait le film, en fait, j'aurais eu la réaction qu'ont eu pas mal de gens, en fait. Hein, c'est de dire, attends, c'est juste un enfer, quoi. Ils sont partout. Et au bout d'un moment, quand vous voyez trop de choses tout le temps, partout, en fait, ça saoule. Et ce que je comprends, en fait, hein, parce que moi, encore une fois, quand je suis de l'autre côté du miroir, en fait, quand je vois certains Disney sortir et quand je me dis, oh là là, attends, Invasion, et au secours, quoi. Tout ça pour un film que j'ai pas envie d'aller voir, mais que je vais voir parce que j'ai 2 enfants en bas âge, tout ça. Donc, ça fait partie du volet promotion, quoi. Mais moi, je pense qu'il faut voir ça comme étant entré dans la pop culture. Oui, c'est certainement génial, en fait. Par exemple, je prenais cet exemple-là parce que ça fait un peu la jonction entre les différents mondes. Ça, c'est un des personnages dans Moi, chez Méchant, le premier Vector. Ouais. Qui est un peu ce méchant qui détient comment ça s'appelle, le super... Qui détient le shrink ray, là, non, qu'est-ce que j'ai oublié le nom. Bon, bref. En tout cas, il y a un TikToker qui fait des vidéos sur TikTok et qui, à un moment, on lui a dit tiens, tu ressembles à Vector. Et donc, il s'est créé un personnage où il est Vector dans la vie. Oh mon Dieu. Et c'est un jeune Français, d'ailleurs, il s'appelle Tristan, et il a 6 millions, 6 millions.8 d'abonnés, quoi. Oh la vache. Alors, je sais pas s'il y a le son, mais c'est extraordinaire, parce qu'en fait, il s'est inventé le personnage de Vector. C'est carrément lui.
Donc, vous irez voir son TikTok, c'est It's Vector Perkins. Mais c'est là où je veux signifier que voilà, quand on arrive à faire une brèche dans la pop culture comme ça, c'est quand même super fort, quoi. Et donc, je suis très heureux de vous avoir reçu sur le podcast parce que c'est vous êtes un réalisateur. Ouais, on arrive à la fin. Là, on arrive à la fin. Ça fait un moment qu'on discute ensemble, mais c'était un régal d'être revenu un peu sur cette œuvre-là qui est une part importante de votre vie, en fait, parce que en tant que réalisateur. Ah bah oui, ça se trouve c'était la seule. Non. Après la rencontre avec ma femme et 2 enfants, tout ça, quoi. Ouais, ils avaient pas de salopette, ils étaient pas tout jeunes, mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir de rencontrer des gens qui sont qui nous procurent autant de plaisir, quoi. Parce que moi, je me régale à voir Les Mignons, je continue à les regarder et tout le monde, au fond, petits et grands, se régale avec ça. Et ça vient surtout parce que le film est bon, quoi. À chaque fois, c'est un régal. On essaye. Des fois contre vents et marées, mais au final, en fait, c'est toujours... Allez, je dirais acceptable, en fait. Mais bon, après, quand on a le nez dedans, en fait, on sait pas trop, en fait. Et j'aurais peut-être besoin encore de 10 années supplémentaires, en fait, pour savoir si c'est bon ce que j'ai fait ou pas. Enfin, ce qu'on a fait, mais bon, on verra. Moi, je vous le dis, c'est bon. Ce que je voulais dire aussi, est-ce que vous avez un conseil à donner? Parce que vous êtes sorti des Gobelins, vous avez fait des études d'animation et tout. Il y a plein de gens qui rêvent d'être réalisateurs un jour de films d'animation, et surtout de films comme ça, grand public. Un conseil que vous auriez c'est marrant parce qu'on me pose... pose souvent cette question. Non, enfin, je sais pas si on me la pose souvent, mais c'est vrai que après je passe pour un abruti ou un vieil abruti parce que je sais pas. J'ai commencé en fait quand je suis sorti du bac, en fait, je me suis dit je veux être réalisateur. J'avais aucun moyen d'être réalisateur, en fait. Je parle de financier, quoi. Et je me suis dit, je vais faire une fac de cinéma. J'ai fait ma fac de cinéma et en la faisant, je me suis dit, mais jamais je ferais du cinéma en faisant juste, en regardant des films, en faisant des dissertations sur pourquoi un film est bien ou pas. Et là, je suis parti à l'armée. Et c'est là où j'ai rencontré quelqu'un, en fait, qui m'a dit, si tu dessines et si t'aimes l'animation, j'adorais l'animation, tu devrais te renseigner à cette école-là, les Gobelins, et il y a peut-être des journées portes ouvertes et tout ça. Je suis allé à la journée portes ouvertes. J'ai rencontré donc la personne travaillait dans un studio qui s'appelait Pixie Box, en fait, et quand j'ai vu plein de gens travaillaient derrière leurs ordinateurs avec des stylets. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. J'ai su, là, il n'y avait plus de doute, en fait. J'ai su que c'était ça que je voulais faire. Et je voulais être animateur et je voulais être une des personnes là, qui tenait le stylet. Et je voulais plus être réalisateur. Pour moi, c'était fini. Quoi. C'était déjà juste être là derrière. C'est ça, quoi. Et donc, au fur et à mesure, en fait, c'est venu. Quoi. Mais bon, voilà. Restons tous passionnés. Un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Franchement, c'était un vrai plaisir. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et merci de partager Anima Show à vos proches, à vos amis et à vos collègues. Si vous voulez savoir qui vont être nos prochains invités, connectez-vous sur Instagram, notamment animashow.france. Et j'ai envie de dire à bientôt. Banana, lasagna. Oh. Allez, un petit. Oh non, je peux pas. Merci.